l'Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Bonsoir à mes camarades du soir, Lou Fritel. Bonsoir. Journaliste politique à Paris Match. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Communicant et chroniqueur politique avec nous. Il a l'amabilité de choisir Europe 1, l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Que pensez-vous du climat actuel? Et surtout, je reprends les déclarations assez étonnantes de la porte-parole du gouvernement, qui est donc censée rapporter l'action, je parle sur votre contrôle, du gouvernement et non pas peut-être ses états d'âme personnels. La colocation avec les Républicains, elle n'est pas évidente, elle n'est pas limpide? D'abord, sa fonction est effectivement une fonction sensible, parce que parfois il faut expliquer ce que l'on ne connaît pas forcément sur le bout des doigts, et donc là elle a préféré un commentaire plus personnel, mais elle a raison sur un point, c'est que par définition ce sont les responsables gouvernementaux qui ne se connaissaient pas forcément, qui ne se côtoyaient pas forcément, qui ont une période de rodage. Ça me paraît assez normal, assez classique, et puis en même temps, si elle découvre que les Républicains ne sont pas sans odeur et sans saveur, eh bien écoutez, c'est une bonne chose. Oui, les Républicains, d'ailleurs, il y en a un, c'est Bruno Retailleau, qui travaille depuis plusieurs jours maintenant sur le sujet qui l'intéresse, en l'occurrence l'intérieur. Il dit au Figaro Magazine, quand le droit ne protège plus, il faut le changer. Il y a toute une série de mesures qui sont annoncées. L'augmentation des délais de rétention en CRA, en centre de rétention administrative. Il dit que ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire 12 mois, selon des directives européennes, c'est 3 mois en France. Il veut revenir sur l'excuse de minorité. Il compte revenir sur la politique de visa à la délivrance des laissez-passer consulaires, et notamment la question de l'Algérie. Est-ce que ça va marcher, Brice Hortefeux? En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter, non, pas seulement pour Bruno Retailleau, pas seulement pour le gouvernement, mais je pense sincèrement pour le pays. Vous savez, en matière de délinquance et de politique migratoire, on est aujourd'hui dans une situation où tous les clignotants, vraiment tous les clignotants sont au rouge. Si vous prenez la délinquance, on est à 323 000 actes de délinquance sur une année, si on fait un total. Vous dites ça dans un soupir, ça veut dire que c'est désespéré. Non, justement, et je pense qu'il n'y a pas de fatalité, mais enfin, ça veut dire que c'est à peu près 1000 par jour. On a, sur la dernière année connue, on a 177 000 cambriolages, avec un taux de résolution qui est aujourd'hui extrêmement faible, extrêmement faible. Taux de résolution, ça veut dire que l'on identifie, que l'on interpelle, et que l'on défère et que l'on condamne. Hein, ça veut dire tout ça. Ce taux est extrêmement faible. Et en matière migratoire, nous avons eu, sur la dernière année connue, il a été délivré 323 000, un peu plus, de titres de séjour, ce qui est un chiffre qui n'a jamais été atteint dans notre histoire. Comment vous l'expliquez? Je vais y venir. Jamais il n'y a eu autant d'immigrés sur notre territoire, donc c'est un constat, c'est pas un jugement, c'est pas une opinion, c'est un constat que j'observe. L'immigration illégale, on estime que sur les 7 dernières années, elle a augmenté de 100%. Et vous savez que l'immigration illégale, la lutte contre ce fléau, ça coûte horriblement cher. C'est 1,8 milliard sur une année. Les gens, vous évoquez effectivement la durée des centres de rétention, tu vois, dans les centres de rétention. Mais par exemple, une journée dans un centre de rétention, c'est 601 €. La reconduite la reconduite forcée d'un clandestin, c'est 4 400 €. Donc, il y a des défis, une situation qui est extrêmement difficile, des défis qui sont considérables, mais je pense précisément qu'il n'y a pas de fatalité. Et que Bruno Retailleau, alors il le dit avec ses mots, avec son tempérament, avec son expérience, mais fixe des axes, et moi je me reconnais tout à fait dans ces axes. Voilà. Alors justement, est-ce que vous diriez qu'on est arrivé à ce niveau par laxisme, par inintéressement, par où est-ce qu'on en est, et est-ce que, je répète ma question de tout à l'heure, est-ce que ça peut marcher? Alors moi je veux pas accabler ceux qui ont gouverné jusque-là. Mais il y a eu une dégradation depuis... On a laissé faire, on s'est habitué. Écoutez, je vous donne simplement, je vous ai donné un chiffre. Hein, donc 323 000 titres de séjour qui ont été délivrés. 2012, c'était 192 000. 192 000 2012. Donc la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, vous êtes ministre de l'Intérieur. Bon. Et de l'immigration. Et voilà la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire quelque chose? Bien sûr. Et je crois d'ailleurs que Bruno Retailleau a l'intention de le faire. Il réunit l'ensemble des préfets et on dit aux préfets, ben voilà, on resserre le dispositif. Vous avez aujourd'hui une dérive de l'aide médicale d'État.
On en est à 439 000 à l'aide médicale d'État, on en est à 439 000 qui en bénéficient, et ça coûte 1,2 milliard à la société. Il n'y a pas besoin de faire des cathédrales législatives, eh ben on modifie le panier de soins. Conditions d'accès à la nationalité. On veut diminuer les conditions d'accès à la nationalité, ce qui me semble absolument indispensable. Eh bien, conditions d'accès à la nationalité, on modifie un peu les règles. On modifie les règles concernant la connaissance du français, la connaissance des valeurs de la République, les connaissances de la laïcité, et ainsi de suite. Donc, il a toute une série de moyens qui sont des moyens qui sont à sa portée, et c'est formidablement réconfortant. Il faut une volonté politique. Moi, je comprends très bien qu'on ne partage pas forcément cette volonté, mais la volonté politique des hommes peut changer les choses. Et bien là, Bruno Retailleau a l'air fermement décidé à l'accomplir. Ça veut dire que depuis la fin du mandat Sarkozy, donc je compte François Hollande et Emmanuel Macron, il n'y a pas eu de volonté politique. Je reviens sur une chose, sur les visas de délivrance des laissez-passer. Voilà ce que dit Bruno Retailleau dans le Figaro Magazine. En 2023, l'Algérie a obtenu 205 853 visas. Elle n'a repris que 2191 de ses ressortissants, dont 1680 en éloignement forcé. J'entendais l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui disait « Faut arrêter de parler, faut faire ». Pendant son mandat, il disait « Moi, j'ai réduit de moitié justement les visas qui étaient octroyés en France. Est-ce qu'on peut le faire, comme le dit l'ambassadeur Driancourt? Oui, mais il a parfaitement raison. J'ai lu et j'ai vu, comme vous, il avait publié un livre d'ailleurs. L'énigme. Voilà, exactement. J'ai lu. Algérienne. Effectivement, il y a des moyens de discussion. Ça peut bien sûr être un rapport de force, mais il peut y avoir des moyens de discussion. Je connais mieux le Maroc, et les relations avec le Maroc sont enfin redevenues bonnes, utiles, positives, mais il y a aussi la question du dialogue avec le ministre de l'Intérieur marocain. Je crois que Bruno Retailleau, j'entendais en venant, l'a évoqué, mais bien sûr, ça compte. Puis après, il y a d'autres moyens. Bien sûr, il y a la question de la délivrance des visas, il peut y avoir la question des flux, il peut y avoir la question des visas des personnalités en question, ainsi de suite. Bon, c'est certain que avec quelques pays, c'est plus facile que d'autres. Pour prendre d'autres exemples que l'Algérie, parce que c'est un sujet bien particulier, l'Algérie, compte tenu des accords de 68, mais vous avez... Qui ont été vaguement amendés en 2001, je crois, qui ont été modifiés. Et pas depuis. Qu'est-ce qui se passe? Et alors que ça concerne 200 000 personnes quand même chaque année. Donc il faut quand même qu'on s'y mette. Et je pense que là, il y a des pistes qui sont très précises. Mais si vous prenez les laissez-passer consulaires, vous avez un pays qui en délivre 100%, c'est l'Albanie, et sans doute... Je pense pas me tromper, mais avec l'Iran, je pense que ça doit être 0%. Bon, vous voyez, donc, selon la nature des pays, les résultats sont pas les mêmes, mais il existe des moyens aussi de pression et de rétorsion. Jean-Michel Salvatore. Sur tous ces sujets, qu'est-ce que Bruno Retailleau peut faire par décret et qu'est-ce qu'il est obligé de faire par la loi? Moi, ce qu'il peut faire, tout ce qu'il ne peut pas faire par le décret, il sera obligé de le faire par la loi. Mais je pense qu'il peut déjà faire beaucoup par l'action personnel, par la volonté politique, donc par décret, par l'aspect réglementaire. Je prenais l'aide médicale d'État. Il peut changer le panier de soins. L'accès à la nationalité, je prenais cet exemple. Il peut réduire l'accès à la nationalité en modifiant un certain nombre de règles. Les délais sur la politique familiale, qui est un sujet important. J'avais moi-même d'ailleurs déjà modifié les règles de la politique familiale, puisque on demandait, c'était une question à la fois de vie, de décence, pour les intéressés d'abord eux-mêmes. Il fallait des conditions de logement, un certain nombre de mètres carrés, il fallait de connaissances. Bon, on peut là aussi modifier ces règles. Sur les laissez-passer consulaires, il n'y a pas besoin il n'y a pas de loi. Il peut très bien agir, je vous l'ai dit, à la fois schématiquement, c'est très schématique, la carotte et le bâton, les liens personnels. Ou donnant-donnant. Oui, donnant-donnant, mais si j'avais moi un conseil à lui donner, c'est naturellement de nouer le plus rapidement possible avec les liens avec ses homologues, par les simples du continent africain. Vous savez, 62% de l'immigration française, vient directement du continent africain. Donc bon, il faut qu'il noue des liens personnels. Et puis il peut aussi décider, je vous dis, la politique des visas. Et enfin, il y a un élément, c'est encore une fois, quand il réunit les préfets, il peut dire aux préfets, on resserre. On resserre le dispositif. Je l'avais fait d'ailleurs. Ça a l'air simple comme ça. C'est simple, mais vous savez, il faut que ça sur le papier, ça a l'air simple. Oui, mais déjà, si c'est clair dans la tête,
si c'est net sur le papier, ça aide quand même à l'application concrète. Donc je pense qu'il a les moyens. Lou Fritel. Dans quelle mesure est-ce que toutes ces mesures ne risquent pas de braquer une partie de la majorité et qui pourrait peut-être même se détacher du soutien du gouvernement et s'opposer à lui sur une motion de censure? Oui. Ça me rappelle une période que je n'ai pas connue, bien que je sois engagé depuis très longtemps dans la vie publique, mais pour des questions d'âge, nous n'avons pas connu tout cela autour de cette table, mais on l'a peut-être appris. Vous aviez Antoine Pinet, qui avait dit, à l'occasion d'une inauguration d'une foire, peut-être chez lui, là, dans la Loire, je me souviens plus, la personne, il y avait des gens qui lui disaient, mais on est avec vous, le peuple est avec vous. Et il avait répondu, oui, mais j'ai le Parlement devant moi. Lui. Donc, il y a un peu de ça quand même. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de majorité absolue, c'est une majorité relative. Et là aussi, il y aura un travail de pédagogie. Mais au sein même, je pense, la question de Lou Fritel, c'est au sein même du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui résolument a une feuille de route qu'il s'applique à lui-même. Face à lui, il y a un ministre de la Justice qui, dans les peu de déclarations qu'on a eues, allait carrément contre lui. Et puis, on a une majorité de EPR, les Ensembles pour la République, dans un gouvernement où il y a très peu de LR. Oui. Accessoirement, je dis ça à vous, Hortefeux. Je dis ça, je veux pas vous contredire, mais non, mais il y aura un travail de persuasion, de travail, de préparation, mais bon, Bruno Retailleau d'abord connaît ça par cœur, parce qu'il était président de groupe au Sénat, il est épaulé par un très bon ministre délégué, Nicolas Daragon, donc moi je suis sûr, il a un cabinet extrêmement solide, et donc je suis sûr que il pourra trouver les mots, la position, et surtout en s'appuyant sur une réalité, c'est ce que l'opinion publique attend à juste titre. Et les états d'âme de tel ou tel, c'est parfait, mais c'est respectable par définition. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce soir, 58% des Français estiment que l'immigration n'est pas une chance. Voilà, par exemple, ça reflète l'opinion publique. Les sondages ne sont pas forcément suivis par les parlementaires. On se souvient de la loi immigration, une majorité de Français étaient pour. Oui. Donc ma question, c'est est-ce que ce gouvernement pourrait tomber sur des questions migratoires? C'est vrai que sur les questions de budget, par exemple, je ne le pense pas. Qui va forcément arriver sur la table. Je vous dis pourquoi je ne le pense pas, précisément parce que c'est ce que l'on vient d'évoquer, la marge de manœuvre du ministre de l'Intérieur par la voie réglementaire est importante. Il n'est pas paralysé par le cadre législatif. Alors moi, je souhaiterais que la loi qui a été proposée par les Républicains au printemps, évidemment, soit reprise, ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour des questions de forme, mais encore une fois, vous en souvenez, pas des questions de fond, puisqu'on puisse revenir là-dessus. Mais il ne faut pas se limiter à cela. Le ministre de l'Intérieur a des leviers considérables pour faire évoluer, changer, améliorer et surtout inverser cette tendance. Et ce qu'il a dit, là, par exemple, sur la durée de rétention, c'est du bon sens. Et surtout qu'il y a une directive européenne qui le permet. Oui, la directive européenne, je crois vous avoir entendu dire quelque chose, mais la directive européenne, c'est 18 mois. Oui, c'est et ça. effectivement, la directive européenne fixe un délai de 6 mois, c'est-à-dire 180 jours, qui peut être prolongé de 12 mois. Oui, c'est ça. Donc c'est 18 mois. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 18 mois. C'est ça. Là, on est à 90 jours. Et la moyenne, les Allemands, c'est de l'ordre de, je crois, pour les actes terroristes, la loi française déjà prévoit un délai pouvant aller jusqu'à 210 jours. Voilà. Oui. Donc, ça existe déjà. Il y a un panel. Donc, on peut aller plus loin. Donc, là aussi, il peut très bien décider d'aller plus loin et d'améliorer cela. Et donc, il faut. Mais là, ça passerait par la voie législative, ça. Brice Hortefeux est l'invité d'Europe 1 soir. On se retrouve dans un instant. Je vous signale également que tous les matins à 9h-20 dans Europe 1 Matin, Olivier Delagarde lit, analyse, commande ce qui fait les unes de la presse. Parce qu'il y a tout dans les journaux, tout pour nous informer, pour nous faire réfléchir, pour nous indigner ou pour nous faire rire. La revue de presse de Olivier Delagarde. Signature Europe 1 tous les matins à 9h-20 et quand vous voulez en replay sur le site et l'application Europe 1. A tout de suite dans Europe 1 Soir.
Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Lou Fritel et Jean-Michel Salvatore, et nous recevons l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Je voudrais avant de donner la parole à Jean-Michel Salvatore, qui a une question bien précise sur le duo Retailleau-Barnier, je voudrais qu'on écoute Michel Barnier répondre hier, après son discours de politique générale, à un certain Éric Ciotti. Après, vous avez passé un certain temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, monsieur Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps. J'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, j'ai pas le temps. Voilà. Et puis, j'ai pas le temps. Ça vous fait rire, Brice Hortefeux? Oui, c'était assez drôle. Vous avez remarqué la technique de Michel Barnier. Il est sérieux dans la première partie de la réponse et il termine par une vacherie. Par une riposte habile. C'est un tacle. Donc, voilà. Oui. Puis en gros, je vous connais depuis longtemps, vous êtes gentil. Ce qui est vrai, oui, ils se connaissent depuis longtemps, ils se côtoient depuis longtemps, ils se côtoyaient il n'y a pas encore très longtemps, puisque pendant la campagne européenne, par exemple, Michel Barnier, Éric Ciotti, et un certain nombre d'autres, dont je faisais partie, étaient autour de la table ensemble. Donc, ça vous a surpris ? On n'en a pas parlé depuis longtemps, mais ça vous a surpris, ce départ précipité d'Éric Ciotti chez Marine Le Pen ? Oui, c'était sur l'analyse, le constat, il développait un certain nombre de réflexions qui peuvent être considérées d'ailleurs comme des convictions. Mais la manière dont ça s'est fait, oui, de manière aussi rapide, ça a été une surprise pour les uns et les autres. Mais ça n'a rien de secret. Je lui en ai parlé. On s'était téléphoné au mois de juillet sur différentes choses. Et vous lui avez téléphoné, vous lui avez dit quoi? Mais Éric, t'as perdu la tête? Je lui ai dit qu'il y avait pas forcément que de l'incohérence dans sa démarche, mais que ça veut dire qu'il acceptait d'être un supplétif. Et moi, qu'est-ce qu'il vous répond? Que je sais plus très exactement ce qu'il m'a répondu. Mais si, vous savez, vous voulez pas le dire. Mais c'était bon. Et aujourd'hui, la démonstration est faite qu'il s'est trompé. Jean-Michel Salvatore. Oui, moi je voulais vous interroger sur le duo entre Barnier et Retailleau sur ces questions de sécurité. À votre avis, comment ça fonctionne? Est-ce que Barnier laisse Retailleau aller très loin? Est-ce qu'il y a une répartition des rôles, ou est-ce qu'au fond Barnier est convaincu que Retailleau dit exactement ce qu'il faut et va dans la bonne direction évidemment, mais met le curseur là où il faut? C'est ce qu'a montré Michel Barnier hier à l'occasion de sa déclaration de politique générale, qui est toujours un exercice compliqué, quel que soit le Premier ministre. J'en ai écouté plusieurs, comme vous. C'est un exercice difficile. Et finalement, qu'est-ce qu'on en retient? Moi, je pense qu'il a été un VRP au sens noble. C'est-à-dire qu'il a été vrai, donc il a donné un coup de pied dans la fanfare des autruches, qui étaient dans le déni de la réalité de la situation. La fanfare des autruches. Et j'ai trouvé qu'il avait ensuite été résolu. Et ce qui est... je trouvais que ce message était passé, mais je ne m'éloigne pas de votre question. Non, et enfin, pragmatique. Et c'est pour ça du VRP. Et finalement, je pense que dans ses relations avec le ministre qui a un des 2 ou 3 dossiers les plus sensibles de son gouvernement, eh bien, il applique cela. Je pense qu'il est très pragmatique et il a la chance d'avoir un ministre. Je connais finalement moins bien Bruno Retailleau sur les années que Michel Barnier, mais je le connais quand même maintenant assez bien. Mais il a la chance d'avoir un ministre qui a des convictions. Oui. Je dirais pas ça, honnêtement, de tout le monde, hein. Dans le passé récent notamment. Un ministre sur 40, ça fait pas beaucoup. Je dis pas ça pour tout le monde, mais je dis pas ça non plus pour personne. Mais en l'occurrence, dans le ministre du gouvernement actuel, il ne s'agit pas de nominatif. Mais Bruno Retailleau, ce dont je suis sûr, c'est qu'il a des convictions et qu'il a une cohérence idéologique. Encore une fois, on n'est pas obligé de la partager, mais il croit à une certaine vision de la France, il croit à un certain équilibre de notre société, et je pense que pour un Premier ministre, moi je n'ai pas été Premier ministre, mais je pense que pour un ministre ou un président de la République, en l'occurrence, moi quand j'étais ministre de l'Intérieur, c'était avec Nicolas Sarkozy, donc évidemment les relations sont différentes que celles qui peuvent exister aujourd'hui avec le chef de l'État, mais je pense que c'est très rassurant de pouvoir compter sur un ministre dont on est sûr
de la sincérité des convictions, de la force de ces convictions, de la volonté de les appliquer. Voilà. Brice Hortefeux, vous avez été ministre de l'Intérieur et de l'immigration. Est-ce qu'il manque aujourd'hui un ministère de l'immigration? Et est-ce qu'il manque ce que dit Nicolas Sarkozy encore sur Europe 1 en début de semaine, une instance au niveau européen justement pour contrôler l'immigration au niveau européen? Oui. D'abord, sur l'intervention de Nicolas Sarkozy, je vais vous dire, ça vous surprendra peut-être pas, mais je le dis aussi de manière très sincère, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de l'entendre parce que je trouve que il y a une question d'expérience, d'analyse, de hauteur de vue qui, franchement, nous réconforte. Bon, j'ai vu tout ce qui se disait, mais vraiment, je l'ai ressenti comme cela. Et alors, du coup, j'ai oublié ce que vous me disiez. Ministère de l'immigration et une instance européenne. Sur la coquille. Non, la coquille compte un peu, mais ce qui compte, c'est la volonté politique. Moi, Nicolas Sarkozy avait fait l'analyse qu'il fallait un ministère de l'immigration. Et donc, il m'a confié ce ministère de l'immigration. Je peux pas vous dire que j'étais d'un enthousiasme délirant quand il me l'a confié. Mais enfin, j'ai un tempérament peut-être soldat. Enfin bref, et donc, je m'y suis attelé. C'était un exercice qui était passionnant, mais très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que vous avez des ministères, l'économie, c'est des chiffres, choses comme ça. Le ministère de l'immigration, pardon, c'est la patte humaine. Bon, des chiffres, quand il y a 3300 milliards de dettes et un déficit à 6,2, c'est pas non plus très drôle. Mais quand on vous explique qu'on expulse une grand-mère turque de 90 ans et que vous comprenez pas pourquoi, c'est la patte humaine. Bien, ça veut pas dire que le premier sujet n'est pas important, bien sûr, mais c'est la patte humaine. Bon. Et donc, on a constitué un ministère, et contrairement à ce que l'on pense, la politique migratoire, c'est pas que le ministère de l'Intérieur. Jusqu'à présent, il y a une partie un peu du Quai d'Orsay, il y avait à l'époque une partie du ministère du Travail, il y avait une partie de la coopération, parce que quand on parle de flux migratoires, c'est des flux du sud vers le nord. Aujourd'hui, c'est du sud vers le nord, donc il y a l'aide à la coopération, ça compte aussi. Bon, donc ce que je crois, c'est la coquille, bien sûr, peut compter, mais ce qui est essentiel, c'est la volonté politique. Et là, donc, on a confié les questions migratoires au ministère de l'Intérieur, qui assume en réalité, si on veut revenir à des notions comptables, qui assure en réalité 90% des coûts migratoires. Donc c'est essentiellement le ministère de l'Intérieur, entre la police aux frontières et ainsi de suite. Lo Fritel. Est-ce que j'ai bien compris que effectivement Bruno Retailleau, vous lui trouvez énormément de qualité, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé, etc. Mais est-ce que il ne peut pas devenir à un moment donné un caillou dans la chaussure de Michel Barnier, dans la mesure où la première chose quand même qu'il a demandé à son gouvernement, c'était d'éviter la parlotte et d'agir. Or, Bruno Retailleau s'est beaucoup exprimé, il a été l'un des premiers à avoir quelques polémiques, justement, dans les propos qu'on a pu lui attribuer. Est-ce que c'est pas un peu trop vite, trop fort? Bon, polémique, d'abord, c'est un grand mot, mais enfin, c'est quelque chose qui est récurrent chez tous les ministres de l'Intérieur. Si vous croyez que de Raymond Marcellin à Roger Frey, en passant par Michel Poniatowski, en passant par tous ceux, et je pourrais continuer la liste, Jean-Pierre Chevènement, et moi-même, d'ailleurs, franchement, des polémiques, ça, c'est quelque chose qui est relativement classique, si vous tenez à ce mot-là. Je pense que c'est pas un caillou, moi, c'est un atout. Donc, je pense sincèrement, je pense d'avoir quelqu'un qui est solide, qui sait où il veut aller, qui sait comment y aller, qui a la solidité de conviction. Je pense que c'est loin d'être un handicap. Mais ça, c'est dans une logique de majorité et de gouvernement fort. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Oui, ça, vous avez raison. Mais si vous voulez souligner que la situation institutionnelle est compliquée, vous avez raison. Mais elle est là, donc il faut qu'il fasse avec. Et je suis sûr qu'il saura très bien faire avec. Jean-Michel Savateur. Et est-ce que Retailleau calme un petit peu le Front National, le Rassemblement National dans ses ardeurs? Est-ce que c'est pas fait pour ça aussi? Bien sûr qu'on pourrait se lancer dans des élucubrations un peu politiciennes, mais franchement, je pense que c'est pas ça le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un doute profond dans notre société, une incompréhension devant ce qui existe depuis maintenant de nombreuses années, parce que les flux migratoires sont pas arrivés en 2017, bien sûr, et que donc il a une mission, c'est de veiller à la cohésion de notre communauté nationale par son équilibre.
Et aujourd'hui, c'est dit, c'est écrit, c'est répété, c'est une banalité, et il y a un éclatement de notre communauté nationale du fait d'un certain nombre d'incompréhensions. Et donc, il faut qu'il apporte des réponses par des actes, par des actes et par des mots, parce que il faut des mots pour expliquer les actes, et il faut des actes pour démontrer que les mots ne sont pas que cela. Et donc, il a, je pense, aujourd'hui, à la fois les moyens, je vous l'ai dit, puisque mais Jean-Michel a raison de vous poser la question, puisque Marine Le Pen a le doigt sur la gâchette du pistolet et elle peut tirer à n'importe quel moment. La vraie question, c'est est-ce qu'elle a intérêt de le faire ? Est-ce qu'elle a intérêt à le faire ? Est-ce qu'on a intérêt à rebasculer dans un gouvernement qui serait censuré pour ensuite voir la composition d'un nouveau gouvernement ? Est-ce que, en gros, Marine Le Pen dit « Ouh là là, attention, vous êtes sous surveillance », alors qu'en réalité, on sait très bien qu'elle a aucun intérêt à le faire, puisque finalement, avec les mesures qui sont annoncées à la fois par Michel Barnier dans son DPG et dans son discours de politique générale et par Retailleau dans le Figaro Magazine, vont dans le sens de Marine Le Pen. Oui, mais moi je ne suis pas naturellement là pour conseiller Marine Le Pen et qui que ce soit. Non, mais vous connaissez la vie politique mieux que nous tous dans ce studio. Est-ce qu'elle a intérêt à censurer le gouvernement ou pas ? Non, ne me flattez pas, c'est inutile. Je vous flatte pas, je vous demande une réponse. Mais, répondez, ça me rajeunit effectivement dans ce sujet d'Europe. Répondez, paix à son âme. Il a été mon maître. El Kabash. Voilà. Mais je pense que ce à quoi les responsables de cette famille politique devraient être attentifs, c'est que dans les 11 millions de Français qui ont voté pour eux, c'est donc considérable, c'est la première force, c'est incontestable, électorale et ainsi de suite. Mais je ne suis pas sûr que dans ces 11 millions, il y ait une proportion importante qui souhaite qu'elle ajoute du désordre. Je pense que le maintien de l'ordre républicain est aussi une préoccupation. Et voter une motion de censure, d'ailleurs, elle ne l'a pas fait, mais voter une motion de censure, ou elle a annoncé qu'elle ne le ferait pas tout de suite, en tout cas, voter une motion de censure, ça serait ajouter du désordre à celui qui est déjà institutionnel. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est pas son intérêt. Merci d'avoir répondu, Brice Hortefeux, et merci d'avoir répondu à notre invitation d'Europe 1 soir 20h43. Dans un instant, le journal permanent, et on continue l'analyse politique avec Jean-Michel Salvatore et Lou Frital. À tout de suite.